今こそ真に一つとなる必要があります。広告のために、太陽神のために。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien, parce que de mon côté, je suis dans le flou le plus total. Je viens de terminer la première partie de la saison 3 de Fire Force, et dès le premier épisode, j'étais complètement perdu, et je le suis resté jusqu'à la fin. Mais attention, ce n'était pas mauvais, loin de là, mais je vous avoue qu'il y a des choix de narration que je n'arrive juste pas à suivre. Du coup, on va mettre les choses à plat, et on va essayer de comprendre ensemble ce que la série a essayé de faire. Avant de se jeter dans la fournaise qu'est la saison 3, faisons un petit détour par la saison 2 et honnêtement, cette dernière m'a agréablement surpris puisqu'elle corrige pas mal de défauts de la première, notamment en termes de rythme et de narration, puisqu'on y découvre enfin des éléments essentiels sur le monde de Fire Force, on en apprend un peu plus sur les piliers, sur le fonctionnement de l'Amaterasu et surtout, on nous donne un peu plus d'éléments sur l'Adora Burst. Et ce que j'ai aussi particulièrement aimé, c'est le fait qu'on sorte enfin de Tokyo. On découvre un nouveau continent, de nouveaux personnages, de nouvelles formes de vie. Bref, on a un univers qui s'élargit vraiment. Et à partir de là, on commence à entrevoir la vérité sur les piliers et sur le monde tel qu'il est réellement, ce qui nous donne pas mal d'informations, mais elles nourrissent l'intrigue sans jamais la noyer. Et rajouter à cela l'action. L'arrivée des hommes en blanc, la tension constante qui monte et le danger qui se fait sentir de toutes parts, ça aura été une saison qui m'aura tenu en haleine du début à la fin. Et quand la saison se termine sur l'union des brigades face à la menace que peut représenter les hommes en blanc, je me suis dit, ok, là, je suis prêt, j'attends la saison 3 de pied ferme. Sauf que, spoiler alerte, je n'étais pas du tout prêt pour ce qui allait arriver. Alors, quand j'arrive dans cette saison 3, tout semble se dérouler comme prévu. On reprend là où la saison 2 s'était arrêtée, avec toutes les brigades qui sont enfin prêtes à unir leurs forces contre les hommes en blanc. Et là, tout bascule. Dès le premier épisode, on a le capitaine Obi qui se fait arrêter et accuser à tort, pendant que les hommes en blanc prennent le contrôle de l'Empire de l'intérieur. Et c'est à partir de cet instant précis que j'ai commencé à être complètement perdu. Parce que, concrètement, comment ont-ils fait ? À aucun moment dans les saisons précédentes, on nous a préparé à cette idée d'une infiltration intérieure, que ce soit sur le plan politique ou religieux. On n'a aucun indice, aucune transition, et du coup, quand ça arrive, c'est brutal. Alors oui, sur le moment, c'est surprenant et c'est choquant autant pour nous que pour les personnages, mais encore une fois, ça sort de nulle part. Pour vous dire, à un moment, j'ai même cru que j'avais raté un épisode, un OAV, un film ou autre chose, puisque à la fin de la saison 2, on a quand même des brigades qui étaient en état d'alerte maximale suite à la dernière attaque des hommes en blanc. Donc expliquez-moi comment on passe de tout le monde est sur ses gardes à l'Empire sous contrôle. L'anime essaye vaguement de nous faire comprendre que c'est lié au pouvoir d'Arumea, notamment avec sa capacité de lire dans les pensées et à manipuler les esprits, mais même avec ça, le saut logique à faire, il est énorme. Et j'entends déjà certains me dire, mais attends, l'Empire a été créé par les hommes en blanc à la base, donc ils peuvent s'y infiltrer quasiment, facilement et systématiquement. Je vais vous dire, ok, d'accord. Mais de mon point de vue, entre la création du monde et la situation actuelle, il s'en est passé des choses et surtout des générations différentes. Leur institution, la religion, tout ça a évolué sans les créateurs. Donc revenir comme ça au pouvoir sans la moindre résistance et sans la moindre préparation montrée à l'écran, désolé, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Et donc, en résumé, ce début de saison 3 m'a complètement perdu, mais pas parce que c'est mauvais, mais parce que surtout, ça a été trop vite et sans transition. Je me suis senti largué, mais en termes de logique interne me concernant, j'avoue que je suis un petit peu dubitatif. Alors, on va continuer sur les choses qui m'ont complètement perdu dans cette saison, et cette fois, direction l'épisode 3. On a donc Shinra qui affronte le capitaine Barnes, et jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'au milieu du combat, il y a un petit moment d'introspection dans lequel Shinra va se dire un truc du genre « Mais capitaine Barnes, que faites-vous avec les hommes en blanc ?
N'êtes-vous pas un pompier censé combattre le feu et dire que je vous considérais comme un père? Et là, j'ai mis pause. J'ai relu la phrase, j'ai repris mon souffle et je me suis dit, attends quoi? J'espère sincèrement qu'il s'agit d'une mauvaise traduction parce que je ne vois pas à quel moment Shinra a eu une relation avec lui au point de le considérer comme une figure paternelle. Alors peut-être que j'ai raté un épisode, voire un spin-off, mais à ma connaissance, si Shinra devait considérer quelqu'un comme un père, au mieux j'aurais dit le capitaine Obi, ou à la limite, Conro de la Brigade 7, là j'aurais dit ok, j'accepte sans broncher. Mais Barnes comme père pour Shinra, vraiment, on parle quand même d'un personnage avec lequel Shinra a dû échanger quoi? 2-3 fois à tout casser depuis le début de la série. Et franchement, à ce stade, on est à la limite de l'outrage. C'est un peu comme si Naruto, après tout ce qu'il avait vécu avec Jiraiya, nous sortait d'un coup. En fait, ma vraie figure paternelle, c'est le 3e Hokage. Frérot, non, ça n'a aucun sens. Ce genre de lien, ça ne sort pas de nulle part. Ça se construit, ça s'entretient et ça se nourrit de moments de tension et de vulnérabilité. Ça ne s'improvise pas autour de combats, juste pour lui donner du poids dramatique de manière artificielle. Du coup, au lieu d'être ému, j'étais juste derrière mon écran en mode « Mais qu'est-ce que je viens de voir ?» Et ce qui me frustre avec tout ça, c'est que j'aurais largement préféré que Shinra voie Burns comme un modèle et que cette trahison le blesse de manière à ce qu'il se dise « Il ne faut jamais rencontrer ces héros, ils finissent toujours par vous décevoir. » Et là, j'aurais signé direct. On aurait eu une vraie morale, une vraie cohérence avec tout ce que la série nous a montré depuis le début. Dramatique ou pas, au moins, ça aurait eu du sens. Il n'y a pas eu que de l'incompréhension pour moi dans cette saison 3, il y a eu aussi de bonnes surprises. Et parmi elles, je note le développement certes minimaliste, mais appréciable d'Arthur. Déjà, parce qu'on va pas se mentir, Arthur c'est l'archétype du personnage aussi idiot que puissant. Et surtout, c'est un archétype récurrent pour l'auteur. Rappelez-vous, dans Soul Eater, on avait déjà quasiment la même chose avec le personnage de Hiro, particulièrement lorsqu'il rencontre Excalibur. À quelque chose près, nous avons la même formule et le même personnage. Donc oui, ça fait plaisir de voir Arthur sortir un petit peu de son rôle de running gag et avoir un flashback, un petit morceau de son passé pour ensuite redécouvrir ses parents après des années d'abandon. Ça nous permet de comprendre aussi comment il a construit tout son univers de chevalerie et de voir à quel point sa vision du monde est complètement déconnectée et surtout d'où cette vision lui vient. Mais une fois ce petit moment terminé, je me suis posé une seule et unique question. Qu'est-ce que ça change? Et malheureusement, la réponse c'est pas grand-chose. Arthur avant cette rencontre ou Arthur après cette rencontre, c'est quasiment le même personnage. En d'autres termes, aucune remise en question, aucune évolution, aucune conséquence dans l'histoire et sur le personnage. On enrichit sa fiche Wikipédia, mais pas Arthur en lui-même. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je reste assez partagé et je demande à en voir beaucoup plus. Un autre point que j'ai apprécié dans cette saison, ce sont les révélations autour d'Ibana et surtout celles qui sont liées à son ancien couvent. Puisque jusqu'ici, on nous faisait croire à un malheureux incendie, un drame parmi tant d'autres dans Fire Force. Mais en réalité, c'est bien pire que ça. On apprend que Sœur Surime, une des figures principales du couvent, n'a pas recueilli toutes ces petites orphelines par bonté. Elle n'était que du bétail à destination du grand prédicateur. Et à l'instar de The Promised Neverland, elles étaient élevées, nourries et observées. Non pas par amour, mais pour voir si l'une d'entre elles pouvait devenir un pilier. Même le détail des noms de fleurs comme Ibana, Iris et les autres, qu'on pensait être mignons voire poétiques, prend un tout autre sens. Ce n'était pas un symbole d'amour, c'était de l'étiquetage. À partir de là, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question suivante. Est-ce que Ibana est un pilier ou alors est-ce Iris? Et sur le principe, cette révélation, elle est très forte. On nous fait passer d'un simple drame à quelque chose de beaucoup plus organisé et de beaucoup plus dérangeant. Et c'est à ce moment-là que ça m'a fait penser à Fullmetal Alchemist, puisqu'on nous présente au début une vérité presque absolue, quelque chose qui semble naturel et inévitable.
Et au fil du temps, cette illusion se fissure. On découvre que derrière cette prétendue loi du monde, il n'y a en réalité que de la manipulation. Et la différence majeure entre les deux œuvres, c'est la manière dont cette vérité nous est révélée. Dans Fullmetal Alchemist, on découvre les choses progressivement, étape par étape. Le mystère autour de la pierre philosophale se construit et l'horreur s'installe lentement, et l'impact émotionnel lors de la révélation finale est énorme. Alors que dans Fire Force, tout arrive beaucoup trop vite. On nous balance presque toutes les réponses d'un coup, sans vraie montée en tension, sans enquête progressive et sans construction organique. Résultat, l'impact émotionnel est forcément moins fort qu'il ne devrait l'être. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment dommage. Pas que les révélations en elles-mêmes ne sont pas très bonnes, bien au contraire, mais leur mise en scène manque cruellement de subtilité. Arrivé à ce moment de la vidéo, on s'approche de la fin. Je vous ai partagé en long et en large ce que j'ai ressenti face à ce début de saison 3 de Fire Force. Et si je dois résumer tout cela avec une phrase, ce sera assez simple. Je suis très partagé. Il y a de bonnes idées, notamment les révélations autour d'Ibana, le potentiel dramatique d'Arthur et même le combat Shinra versus Burnt. Sur le papier, tout ça devait être marquant. Mais dans l'exécution, j'ai trouvé que c'était très souvent maladroit et mal exploité. Et c'est justement ce qui me dérange le plus, pas la direction prise par l'histoire, mais la manière dont celle-ci nous est racontée. Et à côté de cela, on a l'animation, notamment sur le combat Shinra versus Barnes, qui m'a très clairement laissé sur ma faim. Pour un affrontement qui a été teasé depuis aussi longtemps, je m'attendais à quelque chose de bien plus marquant, comme la saison 1 avait su le faire avec l'affrontement Sho versus Shinra. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'un nombre équivalent d'épisodes, la saison 2 m'avait tenu en haleine du début à la fin. Alors qu'ici, j'ai plus souvent eu l'impression d'observer de loin que de vivre l'histoire avec les personnages. Mais pour autant, je ne vais pas totalement enterrer la série. La partie 2 de la saison 3 a été annoncée récemment et j'ai envie de croire que cette partie 2 va venir en complément nous rapporter des choses qui vont nous tenir en haleine et qui vont nous accrocher pour le coup jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà mon ressenti, aussi brut et honnête que possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce début de saison 3. Et en attendant que cela se passe, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.